Après avoir perdu la garde de son fils, elle ne s'est pas battue. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a fait une seule valise et a disparu dans une cabane de montagne oubliée que son père avait laissée derrière lui. Tout le monde pensait qu'elle s'était enfuie. Mais ce qu'elle a trouvé dans cette cabane, cachée sous de vieilles planches et enfermée dans le silence, allait tout changer. Avant de commencer, si vous pensez que perdre la garde de son enfant ne signifie pas perdre sa force, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Il existe un certain type de silence que l'on ne trouve qu'à la montagne. Pas le silence paisible que les gens payent pour avoir pendant leurs vacances. Je veux parler d'un silence pesant. Celui qui vous oppresse la poitrine et vous fait entendre un peu trop clairement vos propres regrets. Scarlett Dawson a découvert ce genre de silence la semaine où elle a perdu la garde de son fils. Les mots du juge avaient été cliniques, presque doux. La garde temporaire avait été accordée au père. Mais il n'y avait rien de doux dans la façon dont ses genoux avaient failli se dérober dans cette salle d'audience. Rien de doux dans le fait de voir son fils Lucas, âgé de 6 ans, la regarder avec confusion alors qu'on le laissait sortir. 3 jours plus tard, Scarlett a fait un seul sac de voyage et a pris la route vers le nord. 6 heures de route dans les Appalaches. Pas d'hôtel, pas de coupe de fil, pas d'adresse de réexpédition, juste une vieille cabane que son père lui avait laissée il y a des années, une cabane qu'elle n'avait jamais pris la peine de visiter de son vivant. La route de gravier qui montait dans la montagne n'avait pas changé, toujours aussi accidentée, toujours aussi difficile, un peu comme lui. Lorsqu'elle sortit enfin de la voiture, l'air froid lui piqua les poumons. Des pins se dressaient autour de la cabane, leurs ombres s'allongeant dans la lumière déclinante de l'après-midi. L'endroit semblait plus petit que dans ses souvenirs, plus solitaire. Et comme si elle attendait quelque chose, Scarlett posa sa main sur la balustrade du porche, dont le bois était rugueux sous ses doigts. « Je ne sais pas comment réparer ça », murmura-t-elle dans le silence. Les montagnes ne répondirent pas, mais elles écoutèrent. Cette première nuit dans la cabane, Scarlett ne prit pas la peine de défaire ses valises. Elle s'assit simplement sur le bord d'une chaise en bois, près de la cheminée en pierre que son père avait construite de ses propres mains 40 ans auparavant. Les mêmes cheminées dont il jurait qu'elle résisterait à tous les hivers rigoureux que les montagnes pourraient lui infliger. La cabane sentait le cèdre, la poussière et quelque chose de plus ancien, quelque chose comme un souvenir. Elle trouva une boîte d'allumettes dans le tiroir de la cuisine et s'agenouilla devant l'âtre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle empilait le petit bois, non pas à cause du froid, mais à cause de tout ce qu'elle avait refoulé. Lorsque le feu prit enfin, il crépita doucement et régulièrement, remplissant la pièce d'une lueur chaude et vacillante. C'est alors que le silence devint plus intense. Pas de dessins animés en fond sonore, pas de petites chaussettes éparpillées sous le canapé, pas de voix demandant « Maman, je peux avoir une autre histoire ?» Scarlett ferma les yeux. Elle voyait encore Lucas debout dans le couloir du tribunal, agrippé à la manche de la veste de son père. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» avait-il murmuré. Elle avait ravalé le cri qui montait dans sa gorge. « Non, mon chéri, pas du tout. » Mais c'était elle qui était jugée. Le juge avait parlé d'instabilité. Il avait déclaré que ces changements fréquents d'emploi au cours de l'année écoulée témoignaient d'un manque de structure. L'avocat de son ex-mari avait qualifié son comportement d'imprévisible. Scarlett avait parlé de survie. Après le divorce, elle avait accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Serveuse, rédactrice indépendante, gardienne de nuit dans une maison de retraite, tout ce qui lui permettait de payer ses factures. Mais dans une salle d'audience, les efforts ne sont pas toujours synonymes de stabilité. Parfois, cela ressemble simplement au chaos. Le feu crépita brusquement, la ramenant au présent. Elle se leva et erra dans le petit salon. Les meubles n'avaient pas bougé depuis des décennies. Un canapé à carreaux, une bibliothèque déformée par l'humidité, un fusil de chasse accroché au-dessus de la cheminée. La présence de son père planait ici. Même s'il était parti depuis 5 ans, ils n'avaient pas été proches. C'était un homme calme, aux mains dures, peu loquace, le genre de père qui montrait son amour en réparant votre voiture plutôt qu'en vous disant qu'il était fier de vous. Quand elle lui avait annoncé son divorce, il avait simplement hoché la tête et dit « Les montagnes ne bougent pas pour les tempêtes. » Tu t'en souviens? À l'époque, elle avait levé les yeux au ciel. Aujourd'hui, elle n'en était plus si sûre.
Scarlett se dirigea vers le fond de la cabane, empruntant le couloir étroit qui menait à son ancienne chambre. La porte grinça lorsqu'elle la poussa pour l'ouvrir. Tout était exactement comme elle l'avait laissé à 17 ans. Des posters de chevaux défraîchis sur le mur, une bosse sur la commode qu'elle avait faite en la claquant lors d'une dispute adolescente. La couette que sa grand-mère avait confectionnée était soigneusement pliée au pied du lit. Elle passa ses doigts dessus. Pour la première fois depuis l'audience pour la garde, les larmes coulèrent sans crier gare. Pas des larmes polies, pas celles que l'on essuie rapidement. Celles-ci étaient du genre à vous faire plier en deux et à vous couper le souffle. « Je l'ai laissé tomber », murmura-t-elle dans la pièce vide. Sa voix résonna faiblement contre les murs en bois. Elle glissa sur le sol pour s'asseoir, le dos contre le cadre du lit, les genoux repliés contre sa poitrine comme une enfant. Les montagnes à l'extérieur étaient les témoins silencieux. Après un long moment, lorsque sa respiration se stabilisa enfin, quelque chose attira son attention. Une planche du parquet près du placard était détachée. Scarlett fronça les sourcils. Elle ne se souvenait pas que cela avait été là. Elle rampait pour s'approcher, appuyant sa paume contre le bois. Il bougea légèrement sous son poids. Son père n'avait jamais été négligent dans ses réparations. La curiosité remplaça son chagrin. Elle alla chercher un couteau à bord dans la cuisine et le glissa délicatement entre les planches. Après quelques essais, la planche se souleva juste assez pour qu'elle puisse y glisser ses doigts. En tirant doucement, elle parvint à la dégager. Sous celle-ci se trouvait une cavité étroite et à l'intérieur, une boîte en métal. Scarlett la fixa longuement, le cœur battant. Elle n'était pas grande, juste une vieille boîte à munitions, du genre de celle que son père utilisait pour ranger ses boulons de rechange. Mais celle-ci était plus propre, placée là intentionnellement. Elle retint son souffle. « Papa, qu'as-tu caché ?» Elle rapporta la boîte dans le salon et la posa sur la table basse devant la cheminée. Les flammes dansaient sur sa surface rayée. Ses mains se posèrent sur le loquet. Elle hésita un instant. Cela lui semblait presque sacré, comme ouvrir quelque chose qui avait attendu spécialement ce moment, spécialement pour elle. Le loquet s'ouvrit avec un léger clic métallique. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes soigneusement empilées, jaunies sur les bords, mais soigneusement scellées. Au-dessus d'elle se trouvait un petit carnet relié en cuir. Scarlett prit d'abord le carnet. L'écriture de son père remplissait la première page. Ce n'étaient pas les listes de courses griffonnées à la hâte qu'elle se rappelait d'avoir vues sur le réfrigérateur. Cette écriture était régulière, réfléchie. Si tu lis ceci, Scarlett, c'est que la vie t'a frappé si fort qu'elle t'a renvoyé à la montagne. Elle retint son souffle dans un élan silencieux. Le feu crépitait. Dehors, le vent caressait les murs de la cabane comme un long soupir. Scarlett déglutit et continua à lire. « J'ai toujours su que cet endroit serait là quand tu en aurais besoin. Ce que je ne savais pas, c'est tout ce que tu aurais à perdre avant de rentrer à la maison. » Sa vision se brouilla. Elle n'avait encore parlé à personne de la perte de la garde, pas même à ses quelques amis qui lui restaient. Mais elle avait l'impression que son père était au courant, et pour la première fois depuis que le juge avait frappé son marteau sur le bois. Scarlett sentit quelque chose changer en elle. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Une lueur, comme le début d'un feu. Le feu s'était atténué lorsque Scarlett rassembla le courage d'ouvrir la première enveloppe. Son père n'avait jamais été un homme de lettres. Il croyait au travail, au silence, à la présence, pas à l'expression de ses sentiments sur le papier. Et pourtant, elles étaient là, soigneusement empilées, datées. La première datait d'il y a 2 ans. Les doigts de Scarlett tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. « Scarlett, j'ai vu Lucas aujourd'hui. » Son cœur s'arrêta de battre. Elle relut la phrase. « J'ai vu Lucas aujourd'hui. » La pièce semblait plus petite, comme si les murs s'étaient rapprochés pour écouter. Elle n'avait jamais amené Lucas ici. Pas une seule fois. Pas après que la santé de son père se soit détériorée. Pas après les disputes au sujet de son mariage. Pas après la rancœur silencieuse qui s'était installée entre eux. Scarlett continua à lire. « Tu ne savais pas que j'étais là. Je ne voulais pas m'immiscer. Mais ton ex l'a emmené à la foire du Quintet l'été dernier. Je me trouvais en ville pour faire des courses. » Sa gorge se serra. Elle se souvenait de cette foire. La grande roue, la barbe à papa collée aux doigts de Lucas.
Son ex qui insistait pour donner l'image d'une famille unie afin de préserver la réputation de son entreprise. Lucas, tes yeux. La lettre continuait. De la même façon qu'il s'illumine quand il rit. Il a demandé à son père s'il pouvait faire 2 tours de poney. Ça m'a rappelé quelqu'un que je connaissais autrefois. Scarlett pressa sa main sur sa bouche. Son père était là, observant de loin. Je ne suis pas venu parce que je ne savais pas si j'en avais encore le droit. Tu as clairement fait comprendre que cette montagne ne faisait plus partie de ta vie. Mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai mis de l'argent de côté. Pas beaucoup, juste assez pour que tu aies des options si jamais les choses tournaient mal. Scarlett eut le souffle coupé. Des options? Elle baissa les yeux vers la boîte métallique, vers les enveloppes qui restaient en dessous. Son cœur battait plus fort maintenant, non pas de chagrin, mais d'une prise de conscience naissante. Elle saisit la lettre suivante. Celle-ci datait d'il y a 8 mois. Je ne fais pas confiance à la façon dont ton mari parle de contrôle. Elle commençait sans détour. J'ai déjà vu ce regard chez des hommes qui pensent posséder plus qu'ils ne possèdent réellement. Le pouls de Scarlett battait à tout rompre dans ses oreilles. Son père ne l'avait jamais aimé. Elle avait qualifié cela d'entêtement. Une façon de penser démodée. Si jamais tu as besoin d'aide, poursuivait la lettre. Il y a un coffre-fort à ton nom à la First County Bank. La clé est collée à l'intérieur de la couverture arrière de ce cahier. Ne discute pas avec moi au sujet de la fierté. La fierté ne permet pas de garder un toit au-dessus de la tête. Scarlett laissa tomber la lettre sur ses genoux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Elle ouvrit le carnet, ses doigts cherchant à l'intérieur de la couverture, et là, il y avait une petite clé en laiton soigneusement collée à sa place. Son père ne s'était pas contenté d'observer. Il s'était préparé. L'enveloppe suivante était plus épaisse. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une copie d'une déclaration notariée. Son père avait documenté toutes les interactions préoccupantes dont il avait été témoin entre Scarlett et son ex-mari au fil des ans. Les éclats de voix, le contrôle financier, la fois où il l'avait entendu menacer de lui enlever Lucas si elle ne se reprenait pas. Il y avait des dates, des descriptions, et même une déclaration sous serment signée par un ancien voisin qui était intervenu lors d'une dispute particulièrement violente. Les mains de Scarlett tremblaient tellement qu'elle dut poser les papiers sur la table basse. Elle se souvenait de cette nuit-là, des cris, de Lucas qui pleurait dans sa chambre. Elle s'était convaincue que ce n'était pas si grave, que tous les mariages connaissaient des tempêtes. Son père n'avait pas vu de tempête. Il avait vu des signes avant-coureurs et avait discrètement mis en place une défense. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Scarlett, mais elles étaient différentes. Elles n'étaient pas celles du désespoir, ni celles de la défaite, mais celles de la férocité. Elle prit la dernière enveloppe. Celle-ci n'était pas scellée, juste pliée en deux. « Scarlett, si tu lis tout cela, c'est que quelque chose s'est passé. Et je ne suis pas là pour te regarder passer le seuil de la porte comme j'aurais dû le faire plus souvent quand tu étais jeune. Sa vue se brouilla. Je n'ai pas été le père le plus facile. Je sais que j'ai confondu le silence avec la force. Je pensais que te laisser de l'espace signifiait te donner la liberté. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise trop tard, c'est celle-ci. La force, ce n'est pas rester seul. C'est savoir quand s'appuyer sur ce qui a été construit pour toi. Le feu crépitait plus fort, comme pour souligner ces mots. Cette cabane n'est pas une échappatoire. C'est une base, et tu n'es pas instable. Tu es résiliente, il y a une différence. Les épaules de Scarlett se mirent à trembler. Aucun juge n'avait prononcé ce mot. Résiliente. Ils avaient utilisé des expressions telles que « emploi instable » et « environnement douteux ». Mais ici, dans l'écriture soignée de son père, il y avait quelque chose de complètement différent. Un homme qu'il avait vu se battre et qui n'avait pas confondu cela avec de la faiblesse. Le vent se leva dehors, balayant la neige contre les fenêtres dans un doux murmure. Scarlett se leva lentement et se dirigea vers la porte. Elle sortit sur le porche, l'air froid lui mordant les joues. Les montagnes s'étendaient à l'infini devant elle, sombres et immobiles sous la lune montante. Pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la garde, ses pensées ne tourbillonnaient pas dans la honte. Elles s'organisaient, se formaient. Son père avait laissé plus que des lettres. Il avait laissé des preuves, des ressources, une protection et quelque chose d'encore plus puissant. La foi. Elle pressa les papiers contre sa poitrine
et murmura dans la nuit. « Je n'ai pas fini. » Les montagnes, anciennes et immuables, se dressaient autour d'elle. Et cette fois, elles ne se contentèrent pas d'écouter. Elles semblaient approuvées. Le lendemain matin, Scarlett se réveilla avant le lever du soleil. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis l'odeur de la fumée de bois lui parvint et le souvenir des lettres lui revint en mémoire. Non pas comme un coup cette fois, mais comme une main ferme posée sur son épaule. Elle s'enveloppa dans la vieille veste en flanelle de son père et sortit. Les montagnes à l'aube avaient un aspect différent de celui qu'elles avaient la nuit. Elles étaient moins intimidantes, plus honnêtes. Une fine couche de givre recouvrait la balustrade du porche. Le ciel était bleu pâle. Le soleil commençait tout juste à s'étirer au-dessus des sommets. Le monde ne semblait pas brisé. Il semblait simplement immobile. Scarlett resta là longtemps. En ville, les matins avaient toujours été chaotiques. Réveil, petit déjeuner pris à la hâte, vérification des emails, soucis d'argent, d'avocats, d'être jugé dans des salles où les gens portaient des costumes et parlaient d'un ton mesuré. Mais ici, il n'y avait que le souffle, que le bruit du vent dans les aiguilles de pin et quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu, la clarté. Elle avait passé des mois à croire qu'elle avait échoué, à croire le récit qui lui avait été présenté dans cette folle d'audience. Instable, émotive, mal préparée. Mais la nuit dernière, alors qu'elle lisait les mots de son père à la lueur du feu, quelque chose avait changé. Elle se souvenait des nuits où elle restait éveillée à faire ses comptes après que Lucas se soit endormi. De la façon dont elle avait appris à réparer les cloisons sèches en regardant des tutoriels sur YouTube parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un bricoleur. Des gâteaux d'anniversaire préparés à minuit après des doubles gardes. Ce n'était pas de l'instabilité, c'était de l'endurance. Scarlett marcha sur le chemin derrière la cabane, ses bottes craquant sur les feuilles gelées. La forêt était calme, mais pas vide. Des oiseaux s'agitaient au-dessus de sa tête. Un cerf filait entre les arbres au loin. La montagne n'avait pas honte de ses cicatrices. Elle les arborait ouvertement. Branches tombées, rochers érodés, racines exposées là où les tempêtes avaient creusé le sol. Et pourtant, elle restait imperturbable. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Les montagnes ne bougent pas à cause des tempêtes. Pour la première fois, elle comprit ce qu'il voulait dire. La force ne consistait pas à éviter la tempête. Elle consistait à rester après son passage. Scarlett s'arrêta dans une clairière où elle avait l'habitude de s'asseoir lorsqu'elle était adolescente, rêvant de quitter cet endroit. Elle avait autrefois cru que le succès signifiait s'éloigner de cette cabane, du monde tranquille de son père, de tout ce qui lui semblait petit et simple. Mais assise là, elle comprit autre chose. La distance ne l'avait pas rendue plus forte. Les racines avaient... Elle sortit son téléphone de la poche de son manteau. Pendant des jours, elle l'avait ignoré. Elle avait laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Elle avait laissé les SMS s'accumuler sans y répondre. Maintenant, elle l'ouvrait. Le dernier message de son ex-mari la fixait. « Tu dois accepter la réalité. La stabilité est importante. » Scarlett fixait ces mots. La stabilité? Qu'est-ce que cela signifiait? Une maison plus grande, un CV plus propre, une vie conçue pour impressionner un juge? Ou cela signifiait-il quelque chose de plus profond? La constance de l'amour, la constance de la présence, la constance de l'effort, même quand on tombe. Son père avait discrètement préparé un filet de sécurité, non pas pour la sauver des conséquences, mais pour lui donner un point d'ancrage. Scarlett se retourna et regarda la cabane. De la fumée s'élevait doucement de la cheminée. Les fenêtres reflétaient la lumière du matin, scintillant d'or. Elle ne semblait plus abandonnée. Elle semblait vivante, et quelque chose dans sa poitrine se sentait plus stable. Elle retourna à l'intérieur et étala les documents sur la table de la cuisine. Déclaration sous serment, notes, clés de la banque. Ce n'était pas seulement un réconfort émotionnel. C'était tangible, des preuves, des ressources, des outils. Pendant des mois, elle avait abordé la bataille pour la garde de manière défensive, réagissant aux accusations, s'efforçant de prouver sa valeur. Maintenant, elle voyait les choses différemment. Elle ne suppliait pas pour récupérer son fils. Elle construisait un dossier. Il y avait une différence. Scarlett prépara une cafetière et s'assit avec un cahier. Pour la première fois, elle n'écrivait pas sous le coup de la panique. Elle écrivait avec détermination. Appeler l'avocat à Asheville, accéder au coffre-fort,
rassembler les références professionnelles, demander les relevés bancaires des comptes joints. Chaque ligne était comme une brique posée, solide, intentionnelle. Le vent s'est levé dehors, faisant légèrement vibrer les fenêtres, mais la cabane n'a pas tremblé. Elle non plus. Quelques heures plus tard, lorsque son avocat ait enfin répondu à son appel, la voix de Scarlett semblait différente, plus calme, plus posée. « Je voudrais demander une modification », dit-elle d'une voix ferme. « Et j'ai des documents que nous n'avons pas présentés auparavant. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Cela pourrait changer la donne, admit l'avocat après avoir raccroché. Scarlett resta assise en silence. Elle n'était pas naïve. Cela ne serait pas facile. Il y aurait des audiences, des disputes, davantage d'examens minutieux. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle ne se voyait plus comme la femme qui avait perdu la garde. Elle se voyait comme la mère qui se battait avec sagesse. Ce changement lui donnait de la force. À la tombée de la nuit, Scarlett alluma à nouveau la cheminée. Mais cette fois, le feu semblait différent. Il n'était plus désespéré, ni solitaire. Il était intentionnel. Elle prit le carnet de son père et passa son pouce sur ses bords usés. « Tu avais raison », murmura-t-elle doucement. « Pas sur tout, mais sur ça. » La montagne ne cherchait pas à être comprise. Elle se dressait simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle aussi. Tout a commencé par un coup de téléphone. Scarlett a failli ne pas répondre. Le numéro était inconnu, avec l'indicatif d'Asheville. Elle le fixait, debout devant l'évier de la cuisine. Les manches retroussées, elle frottait les vitres de la cabane, négligée depuis des années. Pendant une seconde, la peur lui a soufflé. Les mauvaises nouvelles arrivent toujours en premier. Mais quelque chose de plus stable en elle lui a dit « Réponds ». Scarlett Dawson a demandé une voix de femme, dit-il. « Oui, je suis Margaret Hale de la First County Bank. Je vous appelle au sujet du coffre-fort enregistré à votre nom. » La main de Scarlett se crispa autour du téléphone. « Je serai là cet après-midi. » La banque se trouvait au bord d'une petite rue du centre-ville qui n'avait pas beaucoup changé depuis des décennies. Les mêmes bâtiments en briques, les mêmes auvents délavés, le même salon de coiffure où son père l'emmenait quand elle était petite. À l'intérieur, tout sentait légèrement le papier et le cirage. Margaret était âgée, ses cheveux argentés étaient soigneusement attachés en arrière et ses lunettes reposaient sur le bout de son nez. Elle regarda Scarlett avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Votre père était un homme bien », dit-elle doucement, en la conduisant vers la chambre forte. Scarlett déglutit. Il ne savait pas toujours comment dire les choses. Elle répondit doucement. Margaret sourit d'un air entendu. Certains hommes construisent au lieu de parler. La porte du coffre-fort se referma derrière elle dans un lourd bourdonnement métallique. Scarlett tenait la clé en laiton entre ses doigts tremblants et s'approcha de la petite boîte métallique portant son nom. Cela semblait irréel, comme si elle entrait dans une version de sa vie dont elle ignorait l'existence. La clé tourna sans difficulté. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 3 objets. Une enveloppe épaisse, une clé USB et un chèque de banque. Scarlett cligna des yeux. Le chèque n'était pas énorme, mais il n'était pas petit non plus. Suffisant pour couvrir les frais juridiques, suffisant pour stabiliser plusieurs mois de dépenses, suffisant pour respirer. Ses genoux fléchirent légèrement. Il avait fait des heures supplémentaires à la quincaillerie vers la fin. Elle s'en souvenait maintenant. Elle avait supposé que c'était par orgueil qu'il refusait de ralentir après sa retraite. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était de la préparation. Scarlett ouvrit ensuite l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents financiers, des retraits effectués par son ex-mari sur leur compte joint pendant leur mariage, dont Scarlett ignorait l'existence. Certaines entrées étaient accompagnées de notes manuscrites rédigées avec soin par son père. Remarquez le schéma ici, transféré sur un compte personnel, questionnez le timing avant le dépôt de la demande de garde. Le pouls de Scarlett s'accéléra. Son père ne s'était pas contenté d'observer émotionnellement. Il avait observé stratégiquement. Elle se tourna vers Margaret, qui se tenait respectueusement à distance. A-t-il dit quelque chose lorsqu'il a mis cela en place? Margaret acquiesça lentement. Il a dit que les tempêtes ne lui faisaient pas peur, mais que celles qui arrivaient en costume et avec des papiers étaient dangereuses. Scarlett sentit quelque chose de féroce monter dans sa poitrine. Pendant des mois, elle s'était sentie petite dans des pièces remplies de professionnels raffinés, mais son père, calme, imposant, les mains toujours rugueuses à force de travailler,
avait compris quelque chose d'essentiel. Les traces écrites comptent. La documentation compte. La vérité compte. De retour à la cabane ce soir-là, Scarlett étala à nouveau tout sur la table de la cuisine. Mais cette fois, la pile semblait différente. Ce n'était pas du désespoir. C'était un moyen de pression. Elle brancha la clé USB. Un dossier s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des images numérisées, des SMS, des messages vocaux, des relevés financiers. Son père les avait rassemblés discrètement au fil du temps, sans jamais la confronter, sans jamais juger ses choix. Il avait simplement mis en place une protection. Au bas du dossier se trouvait un fichier vidéo. Scarlett hésita, puis elle cliqua dessus. L'écran s'alluma. Son père était assis à la table de la cuisine de la cabane, la caméra légèrement de travers, manifestement peu familier avec la technologie. Il s'éclaircit la gorge. « Si tu regardes cette vidéo, Scarlett, c'est que je ne suis pas là pour te le dire en face. » Elle retint son souffle. « Je sais que tu penses devoir te battre seule. Tu as toujours été comme ça. Tu tiens ça de ta mère. » Il fit une pause, le regard plus doux qu'elle ne se le rappelait. Mais la force ne signifie pas l'isolement. Cela signifie utiliser ce qui est à ta disposition. Il se pencha vers la caméra. Ne laisse personne te convaincre que survivre à des périodes difficiles te rend instable. Cela te rend expérimenté. Scarlett pressa sa main contre sa bouche. Tu es une bonne mère. Je l'ai vu. Et si quelqu'un essaie de te priver de cela en utilisant des subtilités techniques et de la paperasse, utilise les mêmes outils contre lui. La vidéo se termina brusquement. Pas d'adieu dramatique, pas de musique, juste la vérité. Le lendemain matin, Scarlett appela à nouveau son avocat. Cette fois, elle ne semblait pas incertaine. J'ai des irrégularités financières et des preuves documentées de comportements coercitifs, dit-elle clairement. Nous devons modifier le dossier. Il y eut un silence. Cela change considérablement la donne, admit son avocat. Scarlett raccrocha et sortit. L'air était vif, emportant avec lui l'odeur des pins et de la neige lointaine. Pour la première fois depuis le couloir du tribunal, elle n'avait pas l'impression de courir après quelque chose qui lui glissait entre les doigts. Elle se sentait ancrée, soutenue, appuyée par quelque chose de plus profond qu'un simple argument. La cabane derrière elle ne lui semblait plus être une échappatoire. Elle lui apparaissait comme un quartier général, un lieu où naissaient les stratégies, où les tempêtes étaient étudiées et non redoutées. Elle ferma les yeux et imagina le visage de Lucas, la façon dont il s'endormait au milieu d'une phrase pendant qu'elle lui faisait la lecture, la façon dont il croyait qu'elle pouvait tout arranger. « Je reviendrai plus forte », murmura-t-elle dans l'air de la montagne. Et cette fois, ce n'était pas une supplication, c'était une promesse. La croissance ne s'annonce pas toujours. Parfois, elle se présente sous la forme d'une autre tempête. 3 jours après que Scarlett eut déposé la motion amendée, le ciel au-dessus des montagnes prit la couleur de l'acier meurtri. La radio annonçait des vents violents dans la région, ce qui était inhabituel à cette période de l'année. Au début, Scarlett n'y prêta guère attention. Elle était assise à la table de la cuisine, examinant des documents avec une concentration qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Surligneur à la main, notes organisées, chronologie reconstituée avec précision. Elle ne se précipitait plus. Elle était réfléchie. La première rafale de vent a secoué les fenêtres avec suffisamment de force pour la faire lever les yeux. La deuxième a projeté un volet mal fixé contre le côté de la cabane. Puis le courant a vacillé. Scarlett s'est levée lentement, sans panique, en pleine conscience. Les tempêtes ne lui faisaient plus peur, mais elle les respectait. Elle agit méthodiquement, fixa le volet mal fermé, rentra le bois de chauffage, vérifia le loquet de la porte arrière. Alors que la pluie commençait à fouetter les fenêtres, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Pendant une fraction de seconde, son ancien instinct lui souffla. « Ignore-le. » Mais ce n'était plus l'ancienne Scarlett. Elle répondit. « Mademoiselle Dawson? Oui, ici l'adjointe Collins du comté de Buncombe. Je vous appelle au sujet d'une demande d'aide sociale déposée par votre ex-mari. » Son estomac se noua, mais sa voix resta calme. « Quel genre de demande? Il prétend que vous avez déménagé Lucas dans une propriété isolée sans en informer le tribunal. » Scarlett faillit rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. « Il n'est pas ici, » répondit-elle calmement. « Je n'ai pas eu de droit de visite depuis le jugement. » Une pause. « Oui, madame. Nous avons vérifié. C'est juste la procédure. » « La procédure?
Ce mot qui autrefois la faisait se sentir impuissante avait désormais une autre résonance. Il semblait désormais gérable. Après avoir raccroché, Scarlett fixa son reflet dans la vitre sombre. Son ex ne se battait pas seulement pour obtenir la garde. Il essayait de contrôler le récit, de la dépeindre comme imprudente, instable, dangereuse. Mais il ne savait rien des documents financiers. Il ne savait rien de la déclaration sous serment. Et il ne savait certainement pas qu'elle ne se battait plus par peur. Le vent hurlait de plus en plus fort. Un craquement retentit dans le jardin. Scarlett attrapa une lampe torche et sortit sur le porche. Une branche d'arbre s'était brisée sous la force de la tempête, bloquant une partie de l'allée étroite. Pendant un instant, elle resta là, sous la pluie, trempée, à la regarder. L'ancienne Scarlett aurait vu cette branche tomber comme une preuve. La preuve qu'elle ne pouvait pas gérer cet endroit seule. La preuve que le juge avait eu raison. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle retourna à l'intérieur, prit la vieille tronçonneuse de son père dans la remise et retourna dans l'allée. La pluie lui cinglait le visage. Le moteur rugit sous sa main. Elle n'était pas gracieuse. Elle n'était pas raffinée, mais elle était compétente. Morceau par morceau, elle coupa la branche jusqu'à ce que le chemin soit dégagé. Lorsqu'elle éteignit la tronçonneuse, elle respirait difficilement. La pluie collait ses cheveux à son visage. Elle ne tremblait pas. Elle était calme. C'est alors que des phares apparurent au bout de l'allée. Scarlett se figea. Un véhicule du shérif. Son cœur battit une fois très fort. Mais elle ne courut pas à l'intérieur. Elle ne se cacha pas. Elle resta là, les bottes couvertes de boue, la tronçonneuse encore chaude dans la main. L'adjoint Collins sortit. « Dure nuit », dit-il en jetant un coup d'œil à l'allée dégagée. « Oui, monsieur. » Il l'observa un instant. « Vous vous en êtes occupée toute seule. » Oui, il y avait quelque chose d'inexprimé dans son regard. Pas de la suspicion, mais du respect. « Nous devions répondre à l'appel, expliqua-t-il. Mais entre vous et moi, j'ai déjà vu des cas instables. Ce n'est pas le cas ici. » Scarlett déglutit péniblement. 3 mots. Ce n'est pas le cas ici. Une validation dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait encore besoin, alors que la voiture de patrouille disparaissait sur la route de montagne. Scarlett resta longtemps sous la pluie. L'orage commença à s'apaiser. Les nuages se dissipèrent lentement, laissant apparaître un croissant de lune. Elle rentra à l'intérieur, ôta sa veste mouillée et la jeta sur une chaise. Le feu brûlait toujours, régulièrement. Elle s'enfonça dans le fauteuil près de la cheminée et laissa la fatigue s'installer dans ses os, non pas la fatigue de la défaite, mais celle de l'effort. Il y a une différence. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était son avocat. « Je viens de recevoir une notification. » Il a dit, « Votre ex a déposé une demande de modification d'urgence sur la base de la plainte pour protection de l'enfance. Cela ne tiendra pas, mais il monte en puissance. » Scarlett ferma brièvement les yeux. « Bien, répondit-elle. Son avocat marqua une pause. « Bien. Oui, parce que maintenant, il réagit. » Silence. Alors lentement, je pense que vous avez raison. Après la fin de l'appel, Scarlett fixa le feu. Elle comprenait maintenant quelque chose qu'elle n'avait pas compris auparavant. Son ex avait construit son argumentation autour de son instabilité. Mais plus il exerçait de pression, plus elle prouvait qu'elle pouvait y résister. Tempête après tempête, sans bouger, sans céder. Les montagnes à l'extérieur étaient à nouveau calmes. L'allée était dégagée et quelque part, à des kilomètres de là, son fils dormait, inconscient du changement qui s'opérait chez sa mère. Scarlett se pencha en arrière et murmura doucement « Je ne fuis plus ». Le feu répondit par un crépitement faible et régulier. Et pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la garde, elle ne se contentait pas de croire qu'elle pouvait gagner. Elle croyait qu'elle le méritait. La salle d'audience lui sembla différente la deuxième fois. Scarlett le remarqua dès qu'elle y entra. Les mêmes sols polis, les mêmes rangées de bancs en bois, le même juge assis en hauteur. Mais elle n'était plus la même femme qui s'était tenue là quelques mois auparavant, luttant pour retenir ses larmes. Cette fois, elle se tenait debout, immobile. Ses documents étaient rangés dans un classeur en cuir que son père utilisait autrefois pour ses déclarations fiscales. La clé USB se trouvait dans son sac à main. Les relevés bancaires, la déclaration sous serment, la chronologie, tout était soigneusement préparé. Son ex-mari était assis de l'autre côté de l'allée, confiant comme toujours. Mais la confiance fondée sur le contrôle est différente de la confiance fondée sur la vérité.
Et Scarlett connaissait la différence. Lorsque l'audience commença, son avocat s'exprima calmement. Les irrégularités financières furent présentées. Les schémas de coercition furent documentés. La plainte pour aide sociale fut exposée pour ce qu'elle était, une mesure de représailles. Scarlett n'interrompit pas. Elle ne se laissa pas emporter par ses émotions. Elle laissa les faits parler d'eux-mêmes. Et lorsque le juge leva enfin les yeux vers elle et lui demanda « Mademoiselle Dawson, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» L'ancienne Scarlett aurait peut-être supplié, aurait peut-être pleuré. Elle aurait peut-être essayé de prouver ses sentiments dans une salle qui ne comprenait que la paperasse. Mais la nouvelle Scarlett se tint droite. « Oui, votre honneur », a-t-elle répondu calmement. Elle n'a pas parlé de vengeance. Elle n'a pas attaqué son ex. Elle a parlé de cohérence, des routines du coucher qu'elle avait maintenues pendant des années, des réunions scolaires auxquelles elle n'avait jamais manqué, des nuits où elle avait travaillé 2 fois plus pour que son fils ne ressente jamais le poids des problèmes des adultes. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'a pas dramatisé, elle a simplement dit la vérité, et parfois, la vérité a plus d'impact que n'importe quelle mise en scène. Il y eut un long silence après qu'elle eut terminé. Le genre de silence qui s'étire et résonne. Puis le juge se pencha légèrement en arrière. « Cette cour modifie l'accord de garde, » dit-il d'un ton neutre. « La garde principale sera restituée à Mademoiselle Dawson. Les conditions de visite seront révisées en conséquence. » Scarlett ne réagit pas tout de suite. C'était comme si son corps avait besoin d'un moment pour rattraper ses oreilles. La garde principale lui était restituée. Cette fois, ses genoux ne se sont pas dérobés. Ils ont tenu bon. Elle a expiré lentement de l'autre côté de l'allée. L'expression de son ex s'est durcie, mais elle ne l'a pas regardé longtemps. Ses yeux cherchaient déjà au fond de la salle d'audience. Et il était là. Lucas, assis à côté d'un avocat commis d'office. Quand ses yeux ont croisé les siens, ils se sont écarquillés. « Maman », murmura-t-il, à peine audible, mais elle le vit. Une fois les documents signés et les formalités accomplies, elle s'agenouilla dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Lucas courut vers elle, sans prudence, sans confusion, et l'enlaça si fort qu'elle en perdit presque le souffle. « Je pensais que tu étais en colère contre moi », murmura-t-il dans son épaule. Scarlett ferma les yeux. « Oh, mon bébé », murmura-t-elle, « je me battais pour toi. » Il s'écarta juste assez pour la regarder. « On rentre à la maison ?» Elle sourit doucement. « Oui, dit-elle, on rentre. » Le trajet de retour dans la montagne fut différent du premier. Lucas parla sans arrêt de l'école, d'un projet scientifique, d'une dent qui bougeait et qu'il avait hâte de lui montrer. Scarlett écouta. Elle l'écouta vraiment. La route de gravier semblait aussi difficile et accidentée qu'auparavant. Mais cette fois, lorsque la cabane apparut, elle ne semblait pas solitaire. Elle semblait prête. Lucas sauta hors de la voiture avant même qu'elle n'ait coupé le moteur. « C'est la maison de grand-père » demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Oui », répondit-elle. Il courut vers le porche, ses bottes crissant sur le gravier. Scarlett le suivit lentement, laissant le moment s'imprégner en elle. À l'intérieur, le feu crépitait doucement. Elle l'avait préparé plus tôt dans la matinée avant d'aller au tribunal, presque comme un acte de foi. Lucas traversa le salon, touchant tout. C'était vraiment grand-père qui avait construit cette cheminée? Oui. Lucas leva les yeux vers elle. Était-il fort? Scarlett pensa aux lettres, aux économies cachées, aux préparatifs discrets. Oui, dit-elle doucement, il l'était. Lucas hocha la tête comme si cela répondait à plus que la simple question. Ce soir-là, alors que la neige commençait à tomber légèrement dehors, Scarlett borda son fils dans la petite chambre au bout du couloir. La même chambre où elle avait autrefois dormi. La même couette recouvrait le lit. « Maman ?» demanda Lucas d'une voix endormie. « Oui, tu vas repartir ?» La question la transperça, mais elle ne broncha pas. « Non » répondit-elle fermement. « Je ne m'enfuirai plus » dit-il en lui prenant la main et en la serrant. « Tant mieux » murmura-t-il avant de s'endormir. Scarlett resta là un long moment, à regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser. Puis elle retourna dans ce salon. La lumière du feu vacillait sur les murs en bois. Les montagnes à l'extérieur étaient toujours immobiles. Scarlett se dirigea vers le porche et regarda la nuit saupoudrée de neige. Il y a quelques mois, elle était arrivée ici brisée, honteuse, convaincue d'avoir échoué. Mais ce qu'elle avait trouvé dans cette canne n'était pas seulement des documents ou de l'argent.
Elle avait trouvé une perspective, elle avait trouvé une stratégie, elle avait trouvé la preuve que la force ne crie pas, elle se prépare. Et surtout, elle s'était trouvée elle-même. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Scarlett ferma les yeux et murmura dans l'air froid de la montagne. « Nous sommes chez nous. » Cette fois, la montagne ne se contenta pas d'écouter. Elle les accueillit. Scarlett pensait avoir tout perdu le jour où on lui avait retiré la garde de son enfant. Mais ce qu'elle avait vraiment perdu, c'était l'illusion qu'elle devait tout faire toute seule. La montagne ne l'avait pas sauvée. Son père n'était pas revenu pour mener ses combats. Au lieu de cela, elle avait découvert quelque chose de plus puissant. Elle avait toujours été capable. La cabane ne lui a pas donné de force. Elle lui a rappelé qu'elle en avait déjà. Et parfois, ce rappel suffit à changer le cours de votre vie. Des tempêtes viendront. Les gens vous jugeront à tort. Vous vous jugerez peut-être même à tort. Mais si vos fondations sont bâties sur l'amour, l'effort et la vérité, alors même si vous tombez, vous n'êtes pas fini. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. D'autres histoires vraies et puissantes sont à venir. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore aux secondes chances, partagez ceci avec lui. Parce que parfois, le moment où vous choisissez de vous relever, c'est ce qui change tout. Il est là, ça fait peur. Ok. No. Where is everyone hiding? Derrière toi. Comment vous allez, chat? Bienvenue sur le live. Bienvenue à tous les nouveaux. Je vois qu'il y a plein de nouveaux. Comment vous allez, les nouveaux? Les nouveaux, les nouvelles. Wesh. Wesh, wesh, on m'a piqué à 5. Bah, tu peux acheter juste un truc du pack, ouais. Tu peux juste prendre un truc... Ah, mais attends, je crois que tu dois prendre tout le pack. Tu peux pas prendre juste un truc, je crois. Bah si. Ah si, tu peux, t'es sûr? Bah normalement tu peux faire ça dans tous les packs. Ouais, mais je crois que celui-là... Ah, je sais pas. Non, pitié, me brise pas mon. Non, en fait, peut-être que je dis de la merde, en fait. J'espère que j'ai jamais autant espéré que tu dises de la merde. Je crois que je dis de la merde. Je crois que le pack, faut tout le prendre en entier. Tu peux pas le prendre un par un. Peut-être que je dis de la AD, hein. Et je dis souvent de la merde, hein. Donc, il y a un monde où je dis beaucoup de merde, hein. Mais j'entends trop de pas partout. Il y a des pas partout. Je croise tout le monde, mais en même temps, je croise personne. Ah, ok, tu peux acheter tout seul, ok. Ah, mais vas-y, il y a trop de monde là. Je me fais marave par 10 gars en même temps, laisse tomber. Il veut quoi lui? Crouch. Crouch. Oh, j'ai mangé une bonne grosse tartine au Nutella. Je me suis sali la bouche, les doigts. Genre en fait mon pain, il sortait du four, du coup il était tout... Genre il était cassé, genre. Le Nutella il sortait de partout. Waouh, on dirait que j'ai un gros bébé qui s'est pas mangé, genre. Et je strafe pas. Pourquoi je strafe pas? Oh Là là là. pourquoi je strafe pas? Pourquoi je strafe pas? Faut que je strafe. Oh mon dieu, c'est aberrant. Ah bah apparemment Jimbundle il est pas sorti. Qui m'a dit un erreur dans ton chat? La vandale? Mais non, tu voulais la fantôme. Oui, Tu veux la fantôme? Oui, de bah Journal. elle est dedans, ouais, elle est dans le pack. Il est là le pack? Ah, je sais pas s'il est sorti par contre. Ah non, ça je sais pas. Oh, c'est qui? Mais c'est qui m'a tiré dessus? Est-ce qu'il est sorti le pack? Oh mon dieu. Oh mon dieu, pourquoi des fois je mets des one tap et des fois je fais nimp. Ok, le pack est pas sorti. Il est sorti? Oh là 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 là, il faut tryhard là. Hein. Faut tryhard pour les RR là. Hein. Si on gagne 2 games, c'est bon, non? Ouais.
Moi, si on gagne game, je rank up. Mais mon ace. Et en vrai, je carry le deathmatch. Hein. Je trouve que je tire bien ces derniers temps. Il y a vraiment des périodes où je tire bien, puis il y a des périodes où je tire très mal. Là, je trouve que ça va, je tire bien. Allez, vas-y, ils sont 26 sur site là. Après, ils strafent bien. Moi, je sais pas strafe. Je sais pas strafe. Je sais pas strafe. Apprenez-moi la strafe, s'il vous plaît. Je sais pas strafe. Enfin, si, je sais, mais j'y pense pas. J'y pense tellement pas, en fait. Non. J'avais un HP. J'avais un HP, de toute façon. Voilà. Tout ce que tu mérites. J'avais un HP. J'avais un HP. Mais attends, il y a trop de monde. Il est où le chat de Kata là? Je vois que le chat de Circonflexe. Ils sont les catharsiciens là. Catharsis, 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 catharsis. Oh là là. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux voir. Merci. Merci. Merci de trahir Circonflexe pour venir me voir, merci. En plus, je carry. Mais en plus, je carry. Vous êtes sur le live de la meuf qui tire le mieux dans le monde entier, en fait. C'est moi la nouvelle... Mais en plus, je la tue. Oh là là. Mais je suis Tenz, en fait. Mais je suis Tenz. Ah là 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 là. Je suis Tenz, la team. Je suis Tenz, en fait. J'enchaîne les kills. Bra, bra, bra. Je suis tellement la goat, en fait. Merci pour tout le Swan. Catharsis. Allez, allez. Catharsis. Dans le chat, allez. Catharsis. 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 Me faites pas flop. Me faites pas flop, hein. Me faites pas flop, la team. Catharsis. 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 Il me faut 5 kills. Oh. Catharsis. 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 Il veut pas pique. Mais catharsis. Non. Catharsis. Catharsis. Wesh. Je sais pas. Ah mais oh là là, non. Non, 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 j'étais pas la passer, non. Mais je croise plus personne. Mais je croise plus personne. Non, 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 non. Je l'ai tué, t'inquiète. Non, il fallait un kill. Dommage. Oh là là, il fallait un kill. Ouais, ouais, le spam. Arrêtez. Stop. Wesh, vous abusez. Oh. Arrêtez, pitié. Et moi? Pitié. Quelqu'un peut ban Loupi s'il vous plaît. Ah non, c'est Dodal. Mais Dodal, ça va pas ou quoi? Spam, arrêtez. Pitié. Calme-toi. Waouh. Attends. Ok, il te faut exactement 45 RR. Mais non, il te faut 3 wins. Il faut 3 wins. Je suis à 35. Ouais, mais pour 80, il te faut 45. Donc il te faut 3 wins. Et bah, on va win 3 fois. Ok, on va win 3 fois. Ok, les gars, il faut que je fasse des bonnes games, que je win 3 fois, ou que je fasse 3 aces. En vrai, 3 fois, c'est 15 RR. Hein, donc tu peux juste faire des vrai. games, quoi. Tu peux juste win, en fait. Ok, Kata. Il me faut cette fantôme. Je l'attends Ouais. depuis des lustres. Ouais. Ouais. Elle est bien en plus. J'aime bien aussi. Wesh. Oh, le petit Rototo, il était là. Il était là, le Rototo. Hein. 2 folles en stream. Comment ça, 2 folles? Comment ça, 2 folles? 2 folles en stream. Je vois qu'une folle.
Je vois qu'une seule Quoi? folle, moi, dans le stream. Tu parles de toi, j'espère. Non, mais non, je parle de toi. Wesh, Hello, Chum. ça va ou quoi? Wesh, hello Texa! Ouais, Texa! Hello. C'est que ça, elle me boycotte. Pourquoi? Je sais pas, je lui propose de jouer, elle me répond pas. Moi, la dernière fois, on m'a proposé, je partais. Je disais ma petite Texa. Et je lui ai dit demain on joue et puis on se croisait pas et on se croise pas. Désolée Texa. On se croise pas. On se croise pas. Tu joues quoi? Vas-y, je m'en sors bien avec Rina en vrai. What do you want to play? En vrai, avec Rina, je m'en Ouais, sors c'est- bien en vrai. Mais non, Texa. Non, t'es pas ignorée. T'es pas ignorée. Hello, Chum. Si tu gagnes la vente, tu reçois skin. Qui a dit ça? Je sais pas, un gars il a dit si tu gagnes en 1v1. Ah mais non, merde, attends, c'est pas pour toi. Rien, j'ai rien dit. Oh, waouh. Oh. Pardon. J'ai rien dit. Знаете что? Если кто-нибудь Texa, 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 Tu veux Texa. trio avec Texa? Go, 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 go. T'es chaud, t'es chaud? Ou ça va Vas-y, pas faire vas-y. trop pour notre crâne? Non, bah moi c'est bon. Enfin, c'est comme Ok, tu veux. bah moi, si tu veux que